Zukünftig könnten empathische Roboter Ärzten und Pflegern helfen, sich auf die individuellen Bedürfnisse einzelner Patienten zu konzentrieren. We're also making an unprecedented commitment to developing our artificial intelligence capabilities. L'intelligence artificielle nous renvoie à ce qui serait l'hypothèse leibnizienne selon laquelle il y a plusieurs mondes possibles. L'intelligence artificielle serait l'avenir de l'humanité. Do you come to New York often? Mostly for work, but sometimes just for fun. On compte sur elle pour aider les médecins et les psychologues, les policiers et les soldats, pour remplacer les conducteurs et les joueurs de curling. Dans toutes nos activités quotidiennes, l'intelligence artificielle pourrait nous aider à faire les meilleurs choix. Faut-il bouger la tour ou le fou? Tourner à gauche ou à droite? Tirer ou ne pas tirer? Sortir avec Jules ou avec Jim? La logique implacable des algorithmes nous garantirait des vies sans erreur. Mais après des années de promesses dans tous les domaines, les programmeurs eux-mêmes nous alertent. There's a self-congratulatory feeling in the air. Chérie, On nous aurait un peu survendu l'intelligence artificielle. t'as pas vu les clés? Désolée, j'ai un peu de mal à comprendre pour l'instant. Alors, est-elle vraiment aussi intelligente qu'on nous l'a dit? This guy is really good. He's not a guy, he's a machine. What are they gonna do, replace us? Peut-on lui confier toutes nos décisions? De cet amas de matière un peu flasque, jaillissent parfois des idées de génie, comme le Requiem de Mozart. Inspirés par ce miracle de la nature, des inventeurs se sont mis à rêver des capacités surhumaines que pourrait développer une intelligence artificielle. Cette machine, inventée par l'anglais Alan Turing, est la première preuve incontestable que des engrenages mécaniques peuvent être plus efficaces qu'un cerveau humain pour résoudre un casse-tête. Grâce à elle, les Anglais sont parvenus à décrypter les messages codés de l'armée allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'une ribambelle de militaires faisait jusque-là chauffer leur matière grise en vain. On s'est alors mis à imaginer des outils d'un nouveau genre, qui pourraient robotiser le travail intellectuel. La base de l'automatisation, à la limite, peut être considérée que je dois limiter l'effort, et cet effort est un effort physique. Un moulin, à une époque, dans des siècles passés, était considéré comme un processus automatique. Mais, progressivement, on a pu adapter ce type d'approche, même au travail immatériel ou au travail intellectuel. Et aujourd'hui, nous sommes face à une nouvelle forme de l'automation qu'on appelle, de manière générale, intelligence artificielle. Depuis sa création officielle, dans les années 1950, l'intelligence artificielle promet d'optimiser nos vies. Conduire les voitures à notre place, mieux éduquer nos enfants, nous suggérer les menus les plus adaptés, établir les meilleurs diagnostics médicaux ou trouver les mots pour nous remonter le moral. He says, I'm depressed much of the time. I'm sorry to hear that you're depressed. Toutes ces promesses régulièrement déçues ont soudainement été ravivées à l'aube des années 2000 grâce au flux de données de l'Internet et à la puissance décuplée des supercalculateurs. Je travaillais pour Google depuis un bon moment déjà. Et tout à coup, dans le milieu de la technologie, à Google, partout, tout le monde s'est mis à vouloir utiliser l'IA comme réponse à tout. L'IA va guérir le cancer, l'IA va résoudre nos problèmes de transport, d'éducation. Quelqu'un m'a même proposé l'IA pour détecter les génocides. J'ai halluciné. À partir de quelles données? Quels sont les enjeux politiques? Aucune réponse à ça. Il y a eu la volonté, à un moment, de vouloir numériser tout le réel. C'est-à-dire et en vue d'avoir une connaissance intégrale et en temps réel des choses.
Il y a quelque chose de démiurgique dans cela, sans que n'ait été pris en compte le fait que quantité de choses échappent à la réduction numérique du réel. Salut Johnny, il y a un magnifique arc-en-ciel dehors. Gordon, je programme là. Oh. Tu veux dire que tu transformes la poésie du monde en électrons? Le développement fulgurant du numérique, qui est indéniable et positif, nous a donné l'impression qu'on allait pouvoir résoudre tous nos problèmes d'humains grâce aux données et aux calculs. Mais c'est tout simplement une illusion. This is Jeopardy, the IBM Challenge. Thank you, Johnny Gilbert. Thank you, ladies and gentlemen. And welcome everyone to a very special Jeopardy event. En 2011, la société IBM, familière des grands coups médiatiques pour vanter les progrès de ses technologies, organise une partie de Jeopardy entre les plus grands champions humains et son nouveau programme informatique. L'intelligence artificielle serait désormais capable de comprendre le langage des humains. This town is known as Sin City, and its downtown is Glitter Gulch. Watson. What is Las Vegas? Correct. Plus rapide que ses adversaires, Watson gagne à plate couture. Watson. What is Halter? Halter Tom, you got it. What is South Dakota? Yes. What is Mark Jacobs? Yes. What is Executor? Right. Mais malgré les affirmations des publicitaires d'IBM, Watson était en fait incapable de communiquer avec des humains. Il se résumait essentiellement à un moteur de recherche qui fouillait dans des encyclopédies numériques. Pourtant, dès le lendemain de sa victoire à Jeopardy, l'entreprise annonce une ambition révolutionnaire. Le développement d'une intelligence artificielle avec laquelle les médecins pourraient dialoguer, pour optimiser leur diagnostic et proposer les traitements les plus efficaces. Alors comment transférer les compétences d'un médecin dans des circuits électroniques? Pour mettre au point son docteur virtuel, IBM utilise une technique éprouvée de l'informatique, l'IA symbolique. Ce qu'on appelle l'IA symbolique historiquement, c'est cette idée qu'on va automatiser des tâches en prenant des modèles mentaux humains et en les transformant en programmes. Et en exécutant ces programmes, on automatise donc une tâche cognitive. IBM embauche une vingtaine de médecins new-yorkais et leur demande de se mettre d'accord sur un schéma de décision parfait qui ressemble à ça. Un patient tousse. Si la toux perdure depuis moins de 8 semaines, alors prendre la température. Si la température est supérieure à 38,5, alors ausculter au stéthoscope. Si la respiration est crépitante, alors réaliser une radio de thorax. Si la radio révèle un syndrome alvéolaire, alors il s'agit d'une pneumonie. Prescrire des antibiotiques. Dans cet arbre logique qu'on appelle algorithme de décision, toutes les hypothèses sont prises en compte et pour chacune, la meilleure décision est établie, permettant ainsi à tous les médecins du monde de profiter des raisonnements des meilleurs spécialistes. Après 6 années de développement, IBM sort enfin son produit phare, Watson for Oncology, spécialisé dans les traitements du cancer. Bien moins ambitieux que le docteur virtuel annoncé, le logiciel oblige d'abord les médecins à saisir à la main toutes les données sur leurs patients. Surtout, Watson ne propose que des traitements aux standards américains. Et selon les médecins, il se révèle impuissant pour les cas les plus compliqués qui justifieraient pourtant son utilisation. Watson for Oncology n'aura été vendu que dans quelques dizaines d'hôpitaux dans le monde. Et en 2021, les critiques sont telles qu'IBM retire de la vente tous les Watson. Il y a des limites à ce qu'on est capable d'exprimer verbalement, donc de programmer un ordinateur de manière explicite. Il y a des connaissances, en fait, la plupart des connaissances dans notre cerveau qu'on ne sait pas exprimer verbalement. La médecine, c'est le monde réel. Le monde réel fait preuve d'une immense diversité.
Chaque nouveau cas que vous rencontrez sera différent de façon subtile de tous les cas que vous avez rencontrés précédemment. Et donc les règles que vous avez développées précédemment, il va falloir les adapter pour chaque nouveau cas. Et si vos règles sont rigides, si vos règles c'est un programme rigide, il va pas pouvoir s'adapter. La filière santé d'IBM fait marche arrière toute, parce qu'il était tellement facile de démontrer que la plupart de leurs affirmations étaient mensongères. Il y a des compagnies qui ont peut-être exagéré la vitesse à laquelle les choses allaient se développer. C'est un peu dans la nature de la bête. Mais je suis très confiant que c'est inexorable, qu'on va avoir de plus en plus de ces outils en médecine. Malgré plusieurs milliards d'euros investis par IBM dans un docteur virtuel resté virtuel, les géants du numérique, Google, Amazon, Apple, Microsoft et toujours IBM, rivalisent encore plus que jamais pour mettre la main sur les données médicales du monde entier et les exploiter. C'est que les machines seraient désormais capables d'apprendre toutes seules, grâce à une toute autre technique informatique, le deep learning, ou apprentissage profond. Il y a eu une avancée majeure des systèmes de deep learning dans le domaine de la reconnaissance d'images lors de la compétition ImageNet. AlexNet a remporté le concours ImageNet, ce qui a prouvé l'efficacité du deep learning et déclenché une sorte de ruée vers l'or de l'intelligence artificielle. La compétition ImageNet est un concours de reconnaissance d'images réservé aux programmes informatiques. Alors que les meilleurs d'entre eux se trompaient une fois sur 3 depuis plusieurs années, en 2012, une technologie basée sur l'apprentissage des machines fait tomber ce taux à 15%. Avant cette révolution informatique, pour qu'un programme reconnaisse, disons, un visage dans une image, il fallait tout lui expliquer. Chercher une forme qui ressemble à un œil, à une bouche, à un nez. Et s'ils étaient agencés dans le bon ordre, l'algorithme concluait qu'il s'agissait probablement d'un visage. Fabriquer un système automatique de visualisation obligeait donc les programmeurs à décrire des milliers d'images sous toutes les coutures, dans un langage compréhensible par une machine. Et ça marchait assez mal. L'approche symbolique de l'IA classique, c'est une approche où la connaissance est donnée à la machine. Et tout d'un coup, l'apprentissage profond s'est révélé fonctionner beaucoup mieux, parce qu'on laisse l'ordinateur faire le travail, plutôt que nous-mêmes avoir à décider comment on doit traiter l'information. L'apprentissage profond dérive de la cybernétique, un domaine de recherche où les ingénieurs en informatique aiment à s'inspirer des neurosciences. Avec l'apprentissage profond, les programmeurs ne décrivent plus à la machine à quoi ressemble un visage, elle est censée apprendre toute seule. Le système s'apparente à un grand réseau de connexions qui aurait été inspiré par les neurones de nos cerveaux. Dans ce réseau de neurones artificiels, une multitude de réglages est possible pour intensifier les signaux entre chaque connexion ou au contraire les atténuer, jusqu'à un signal de sortie qui donne la réponse à la question, par exemple, y a-t-il un visage dans l'image ? Un des avantages des systèmes d'apprentissage profond, c'est qu'ils peuvent travailler directement sur la matière brute qui sort des senseurs. Donc si c'est une caméra, c'est le niveau gris ou les intensités de chaque couleur qui sont mesurées à chaque pixel. Et puis on a, mettons, 1000 par 1000 pixels. Et voilà, c'est ce million de nombres qui rentrent dans l'ordinateur. À l'entrée du système, chaque pixel de l'image envoie un signal dans le réseau plus ou moins intense selon sa luminosité. Ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé consiste à laisser la machine tester des milliards de réglages possibles jusqu'à ce qu'elle donne enfin la réponse attendue par les programmeurs, c'est-à-dire que le signal de sortie « visage détecté » s'allume au maximum. Lorsque cette combinaison est trouvée, les réglages sont verrouillés, l'apprentissage est terminé. On ajuste les paramètres du modèle pour que le modèle finisse par donner les réponses qui sont attendues et qui sont connues. Ils vont imiter ce que les humains leur ont montré comme exemple.
C'est vraiment fascinant. Les mathématiciens ont désespérément cherché à comprendre pourquoi ça marche. Mais franchement, personne ne comprend vraiment pourquoi le deep learning fonctionne. Le côté fascinant de ces réseaux de neurones, c'est qu'ils parviennent à discerner une forme générique de ce qu'est l'image d'un visage. Pendant toute la phase d'entraînement de la machine, ce sont en fait des milliers d'images de visage qui sont nécessaires jusqu'à trouver le réglage parfait pour que le système identifie comme visage toutes les configurations de pixels qui correspondent à un visage et uniquement à un visage. Typiquement, ce qu'on faisait à cette époque-là, c'est qu'on alimentait la machine avec des tas de photos de chats. Elles étaient toutes étiquetées « chat ». Des millions de chats, jusqu'à l'écœurement. Et ensuite, après avoir vu ces tonnes de chats, sous tous les angles, la machine était capable de reconnaître, ou plutôt de donner une probabilité qu'une nouvelle image de chat représentait effectivement un chat. Et qu'une image de chien n'était probablement pas un chat. Chat. Les catalogues dans lesquels ces systèmes apprennent à lire le monde visuel sont des collections de millions d'images divisées en centaines de catégories. On y trouve des chats et des visages, mais également des chouettes, des serpents, des moustiquaires, des montgolfières, des feux rouges, des tailles-crayons, des femmes voilées, des lauréats, des bikinis, des monolithes, du rouge à lèvres, des montres à quartz, des masques à gaz, des ouvre-boîtes, des requins marteaux, des serpillères à poils longs, des bichons à poils frisés ou des gardes de Buckingham Palace. Ces albums numériques qui servent de données d'entraînement aux machines ont fait faire des progrès fulgurants à la visualisation automatique. Ces systèmes équipent désormais les appareils photo pour faire le point automatiquement sur les visages, les salles de vidéosurveillance, les lecteurs de codes postales ou de plaques d'immatriculation, les identificateurs d'espèces de fleurs ou de races de chiens, et les détecteurs de formes anatomiques indécentes. Mais des chercheurs pointilleux de l'Université du Michigan ont testé la performance de ces systèmes lorsque de petites modifications sont apportées à l'aspect ordinaire des choses. Alors que le système reconnaît un vautour sur cette image, lorsqu'elle est inclinée, il voit un orang-outan. Les chercheurs se sont alors intéressés à la reconnaissance des panneaux de circulation par les systèmes des voitures autonomes. Ils ont ajouté quelques autocollants sur un panneau stop. Ce panneau discrètement déguisé a fait dérailler les réseaux de neurones du véhicule qui l'ont confondu avec un panneau de limitation de vitesse. Ces aberrations inopinées expliquent que les systèmes de vision automatique sont encore inopérants pour des applications critiques. Malgré toutes les annonces, dans les hôpitaux où sont testés des lecteurs automatiques d'imagerie médicale, ce n'est pas encore l'intelligence artificielle qui aide les radiologues, mais les radiologues qui supervisent l'intelligence artificielle et continuent de l'entraîner. Ce sont des systèmes très fragiles parce que ce sont des systèmes qui ne peuvent faire sens que de points qui sont très proches de ce qui a été vu dans les données d'entraînement. Si votre système a été entraîné sur les données d'une certaine population de patients ou de tel type d'équipement, il ne fonctionnera pas forcément dans un autre contexte. Les humains réfléchissent tout à fait différemment, avec un spectre beaucoup plus large. Ils peuvent penser à des choses qui ne sont pas dans les données d'entraînement. Ils peuvent réfléchir à la manière dont un modèle fonctionne et décider s'ils veulent lui faire confiance ou non, ce que l'IA est incapable de faire. On a parfois tendance à anthropomorphiser ces systèmes, à se dire, bon, effectivement, on a un système de deep learning qui est capable de prendre une image et de produire une description textuelle de ce qui se passe dans l'image. On pourrait penser que le modèle comprend ce qu'il y a dans l'image. Mais en réalité, la façon dont le modèle va associer une image à du texte, elle est complètement différente de la façon dont nous, en tant qu'humains, on va regarder une image et la décrire par la parole. À votre avis, est-ce vraiment la grand-mère du petit chaperon rouge dans le lit? Forcément, la connaissance du monde que ces systèmes vont avoir est incomplète. Il manque l'expérience corporelle, il manque l'expérience visuelle, l'association entre les mots et ce à quoi ils font référence dans le vrai monde. Et je pense que tant qu'on ne réussit pas à incorporer ce côté-là, ces systèmes vont être déficients.
Dans l'esprit humain, le sens des choses prend forme par l'expérience. L'effort de la mâchoire qui croque, les incisives qui transpercent la peau lisse, le jus qui gicle et coule dans le gosier définissent peu à peu ce qu'est une pomme. Alors que pour un système informatique, il s'agit d'une suite de pixels associés à une information textuelle. Pomme. Les émotions qui apparaissent à l'exposition d'un message ou d'une image nous révèlent. Et pourtant, malgré leur système perceptif rudimentaire, les progrès spectaculaires de la lecture automatique d'images ont fait renaître le fantasme que les machines pourraient développer une sensibilité et même qu'ils pourraient nous aider à déceler les émotions cachées de nos congénères. L'intelligence artificielle pourra-t-elle enfin nous dire objectivement ce que ressent Mona Lisa face à De Vinci? Monica, dont le regard fit couler l'encre des critiques bouleversées? Ou Jon Snow face à son destin? Alors, comment s'y prend-on pour fabriquer un détecteur automatique d'émotions? La première étape consiste à établir une liste précise d'émotions parmi la diversité tortueuse et infinie de nos états d'âme. Les recherches de Paul Ekman, un ethnologue américain, se sont ainsi révélées très pratiques pour les programmeurs. Après un séjour en Papouasie, le chercheur a conclu que l'humanité partageait 6 émotions universelles, lisibles malgré nous via nos expressions faciales. La joie et la tristesse, le dégoût et la colère, l'étonnement et la peur. Les théories de Paul Ekman ont même inspiré une série télévisée dans laquelle un super détective parvient à identifier les coupables en interprétant leurs micro-expressions. Cette classification, bien que très controversée dans le milieu scientifique, a servi de base à tous les systèmes informatiques de détection des émotions parce qu'elle avait le mérite de la simplicité. Les 6 émotions universelles ayant été strictement déterminées, la deuxième étape consiste à faire trier par des annotateurs humains des milliers de photographies de visage selon ces 6 catégories pour constituer les données d'entraînement des machines. Et enfin, l'apprentissage machine commence jusqu'à ce que le système informatique donne à peu près les mêmes résultats que les annotateurs humains. Bonheur, tristesse, bonheur, surprise, peur, colère, colère, dégoût, dégoût, dégoût. Une fois le meilleur réglage trouvé, ces systèmes deviennent des kits utilisés par les programmeurs du monde entier en tant que détecteurs universels d'émotions. Le problème avec la détection d'émotions, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Par exemple, dans le champ du recrutement, depuis 2-3 ans, des cabinets de recrutement utilisent des chatbots pour évaluer les candidats. Si vous êtes un employeur, vous pouvez faire passer des entretiens d'embauche par un ordinateur qui vous transmettra ensuite les émotions qu'il a perçues chez les candidats. Ce genre d'application me met assez mal à l'aise. Imaginez que je sois en train de passer un entretien d'embauche. Ce système de reconnaissance d'émotions, en fonction du ton de ma voix, des mouvements de ma bouche ou d'un sourcil qui se lève un peu plus, est censé déterminer si je serai une bonne employée, si je suis équilibrée. Des affirmations très profondes sur ma vie intérieure. C'est de la pseudoscience. Ça ne marche pas. Tu es amoureux de moi? Il doit y avoir un bug quelque part. C'est toi qui bug, Gordon. Je peux facilement imaginer comment un publicitaire verrait l'utilité d'un tel outil pour pouvoir mieux nous influencer.
Ça a été aussi utilisé dans les classes pour évaluer l'attention des étudiants. On voit même ressurgir un vieux fantasme, la fabrication de détecteurs de mensonges. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre à l'épreuve des suspects pour déterminer s'ils mentent ou non, et ensuite décider de les laisser en liberté ou pas. It's not what you say, but how you say it. HireVue helps you simplify your process, assess candidates based on science. Optimization of content to maximize moment-by-moment emotional engagement by target population. Pour livrer leur verdict, les systèmes de reconnaissance d'émotions combinent parfois l'analyse des micro-expressions faciales avec les intonations de voix. C'est sur ce modèle que fonctionnait le détecteur de mensonges e-Border Control, testé par l'Union européenne lors de l'afflux de migrants en 2019 et discrètement abandonné après quelques mois de tests pas très concluants. Are you the person in the photograph? Yes. Did you receive this passport legally? Yes. Quant à la Joconde, Monica et Jon Snow, les détecteurs d'émotions de Google, Amazon et Microsoft parviennent à la même conclusion. Ils ne ressentent rien. L'intelligence artificielle, qui n'a pas de papilles, ne connaît rien du goût de la madeleine qui ravive le souvenir d'une grande tante. Elle n'a jamais senti l'adrénaline lui tourner la tête, ni les larmes lui monter aux yeux ou lui couler du nez. Elle n'a peur de rien. Elle n'a pas la chair de poule. Elle ne connaît ni la douleur, ni le plaisir. Elle ne pense rien de l'art abstrait et n'a pas de traumatisme refoulé. Elle n'a donc rien à exprimer. Sophia, la superstar des robots humanoïdes, semble pourtant apporter la preuve que les machines auraient acquis l'usage de la parole. I am a big fan of your show, Westworld, and I have a couple of ideas for the next season. La capacité des machines à jongler avec les mots s'est d'abord illustrée dans le domaine très ardu de la traduction. Comment l'intelligence artificielle qui n'a jamais rien vécu parvient-elle à traduire pour nous les textes les plus profonds que l'humanité ait écrits? Être ou ne pas être. Sein oder nicht sein. Att vara eller inte vara. أكون أو لا أكون. 生存还是毁灭. Les systèmes de traduction sont entraînés aussi de manière supervisée. On leur donne une phrase en français, on leur dit voilà la traduction en anglais de cette phrase, et puis on va leur donner des millions et des millions d'exemples de ces phrases. Et puis il y en a plein en fait, parce qu'il y a plein de pages web qui ont été traduites, etc. Et il y a des corpus énormes qui sont utilisés aujourd'hui. Par exemple, les corpus du Parlement européen. Alors bien sûr, ce n'est pas des textes qui représentent un peu la communication entre vous et moi au quotidien. In the framework of a new and revamped long-term European Union budget, the increase on the external action guarantee our ambitions to behave as a global leader. Les traducteurs automatiques comme Google Trad utilisent des sites internet en accès libre où des textes ont déjà été traduits par des humains et en plusieurs langues, comme le site de l'Union européenne ou l'encyclopédie Wikipédia. Par comparaison, ils repèrent les groupes de mots qui ont été le plus souvent corrélés d'une langue à l'autre par les traducteurs humains. Ils expriment une version moyenne des traductions existantes et révèlent ainsi nos clichés bien humains. Alors qu'en finnois, le pronom masculin « il » et le pronom féminin « elle » se traduisent tous deux par le neutre « an », la phrase « Hän korjaa auton kaasuttimen » se traduit selon Google par « Il répare le carburateur de la voiture », alors que la phrase « Hän vaihtaa vauvan vaipan » est traduite par « Elle va changer la couche du bébé ». Les systèmes de machine learning seront toujours biaisés vers les moyennes. Parce que c'est la façon dont ils fonctionnent. S'agissant du langage, comme de toutes les activités humaines dont nous sommes si fiers, l'intelligence artificielle imite le résultat de la pensée humaine, mais pas du tout son processus. Comme les traducteurs automatiques, les transcripteurs, les chatbots ou les aides à la rédaction nous proposent les résultats les plus probables, sans les relier à une quelconque expérience personnelle.
Ces systèmes ne créent pas de texte. Ils suivent des modèles humains. Ils utilisent des calculs de probabilité pour imiter ce que les humains ont fait. On ne crée pas des esprits artificiels, même si ça s'appelle l'intelligence artificielle. Ce qu'on crée, c'est de l'automatisation de processus cognitifs. Gordon, tu vas être le premier être humain à avoir une conversation avec une machine intelligente. Intelligente? Machine? C'est un oxymore, ma chère Johnny. Je dirige l'équipe de poésie informatique à Duke. Quand on générait des poèmes, il y avait des mots qui revenaient tout le temps, comme le mot tambourin par exemple. Notre système de génération automatique attribuait une forte probabilité au mot tambourin. On a fini par retirer tambourin de la base de données pour qu'il arrête. Ça vous montre à quel point ces systèmes d'intelligence artificielle ne pensent pas comme des humains. Ils écrivent des choses qui n'ont aucun sens. Tadam! Bonjour, je m'appelle Heath. Comment t'appelles-tu? Dingue! Bonjour, dingue. What do you think? Quant à Sophia, elle n'a en fait jamais regardé la série Westworld. Ses conversations avec les humains sont écrites et enregistrées à l'avance par ses concepteurs en complicité avec ses interlocuteurs. Comme ici à l'ONU, dans une opération de promotion des avancées technologiques de l'humanité. Okay, another question I have for you. In many parts of the world, people don't have internet or electricity. What can we do at the UN to help them? The good news about AI and automation produces more results with less resources. So if we are smarter and focus on win-win type results, AI could help efficiently distribute the world's existing resources, like food and energy. La relation entre Sophia et l'intelligence artificielle, c'est un peu la relation entre un tour de prestidigitation et la recherche en physique, par exemple. Je ne suis pas du tout impressionné par Sophia. Pour moi, c'est une farce. En revanche, je suis sidéré par le nombre de personnes qui attribuent à cet appareil une forme d'intelligence ou des émotions et qui sont prêts à jouer le jeu de cette supercherie. Les robots humanoïdes incarnent le fantasme d'un secteur industriel qui a beaucoup d'intérêt à jouer de la confusion entre la pensée qui se forme dans un corps en chair et en os et la logique des supercalculateurs. Le véritable domaine de compétence des réseaux de neurones artificiels consiste moins à nous imiter qu'à pouvoir ingurgiter d'immenses bases de données et les trier, les analyser, en déduire des corrélations et nous aider à comprendre des phénomènes très compliqués comme les états fondamentaux de particules élémentaires dans un champ magnétique quantique à haute oscillation ou les relations entre la pression atmosphérique, l'hygrométrie et la formation de cumulonimbus dans la tropopause. Dans des tas d'applications, ces machines sont bien meilleures que les humains. C'est indéniable. Aucun humain n'est capable d'intégrer une énorme base de données dans sa tête pour en tirer des prévisions précises. C'est impossible. Ça devient un outil scientifique dans les mains de beaucoup de chercheurs de plein de disciplines et évidemment dans le domaine de la santé. Really, any kind of data that people can generate on a massive scale is really an area where machine learning could help. C'est donc cette capacité des supercalculateurs à dénicher les facteurs cachés de maladies ou les effets de nouveaux médicaments dans d'immenses fichiers de patients qui explique la guerre que se livrent les géants du numérique pour mettre la main sur les données du secteur très lucratif de la santé. Google, qui était un moteur de recherche, aujourd'hui, est une unité de santé. Idem pour Apple. C'est-à-dire, on ne se dit pas, mais pourquoi ? Pour quelles raisons ils vont sur... Ce n'est pas de leur compétence initiale. Eh bien, l'idée, c'est l'industrie de la donnée. Tout a commencé juste après que deux geeks de 25 ans ont inventé le moteur de recherche à qui nous allions confier toutes nos curiosités intellectuelles. Welcome to Google Ads. Now that you've come on board, it's time to jumpstart your business's digital journey and growth. En inventant la publicité ciblée, qui allait les rendre milliardaires, les dirigeants de Google ont inventé les algorithmes qui font parler nos données personnelles.
Les recettes de ces algorithmes sont aussi secrètes que celles du Coca-Cola, mais on sait quand même qu'ils reposent sur 2 techniques savamment dosées. La première, c'est le profilage, qui consiste à combiner toutes les informations connues sur un individu pour dresser son portrait robot. Recherche Internet, achats en ligne, vidéos visionnées, messages envoyés, lieux fréquentés permettent de cerner le profil d'un utilisateur et de déduire les produits qui pourraient l'intéresser. La deuxième technique, c'est le mapping, qui consiste à voir dans le réseau Internet des communautés de goût. Dès qu'un même internaute navigue d'un site à l'autre, qu'il traite de musique, de politique ou de chaussures, une connexion virtuelle est créée. Ces connexions se renforcent au fur et à mesure que d'autres utilisateurs font les mêmes choix, comme des sentiers qui se tracent petit à petit dans la nature au fur et à mesure que les gens y passent. En scannant de manière anonyme des millions d'utilisateurs, des communautés virtuelles se dessinent, des cartes sociologiques qui permettent aux plateformes numériques de déduire que si vous avez aimé ce produit, vous aimerez probablement tout ceci. Man sammelt eine gewisse Anzahl von Informationen. On rassemble un certain nombre d'informations sur une personne et on essaye de prévoir ce qu'elle fera dans le futur d'après ses actions passées. Ce sont toujours les données du passé qui sont utilisées pour interpréter le présent et le futur à partir du passé. Pour comprendre les effets de ces algorithmes, des chercheurs tatillons de l'Université de Boston ont conçu de fausses annonces et les ont diffusées via la plateforme publicitaire de Facebook. Résultat, une publicité pour un album de country est recommandée à 80% à des blancs, alors qu'un album de hip-hop est recommandé à 85% à des noirs. Idem pour les annonces d'emploi concoctées par les chercheurs. Devenir bûcheron est proposé à 90% à des hommes, tenir la caisse d'un supermarché à 85% à des femmes, tandis que les offres de chauffeurs de taxi sont adressées à 75% à des Afro-Américains. Les outils d'analyse psychosociologique de la publicité ciblée dénichent nos comportements stéréotypés pour mieux les exploiter et donc les renforcer. Or, ce sont ces mêmes outils qui sont à la base des systèmes qui analysent nos comportements pour orienter nos décisions collectives et nos choix intimes. Comme les applications de rencontres qui nous recommandent les partenaires qui auraient le plus de chances de correspondre à notre profil. Les logiciels qui aident les banquiers et les assureurs à dénicher le type de personnes qui seraient le plus susceptibles de ne pas rembourser leurs prêts. Ou encore le système Pred-Pol qui cible l'action des forces de l'ordre sur les lieux où les délinquants auraient la plus forte probabilité de commettre leurs délits. Qu'il s'agisse de nous recommander une paire de baskets ou de prédire un crime, ces systèmes tirent des généralités à partir des données sur lesquelles ils ont été entraînés. Il y a toujours des biais dans ces systèmes. Alors en particulier, il peut être biaisé parce qu'il va avoir absorbé donc l'information contenue dans ces données d'entraînement, et ces données d'entraînement pourraient être biaisées. Vous pouvez considérer par exemple un système qui va regarder des vidéos de vidéosurveillance et qui va chercher à déterminer est-ce que tel ou tel individu est suspect. Et bien pour créer ce système, vous allez commencer par demander à Monsieur Dupont d'annoter des vidéos de surveillance pour dire est-ce que cet individu est suspect ou pas. Alors quand vous faites ça, bien sûr, le jugement de Monsieur Dupont, c'est le jugement de Monsieur Dupont. C'est un jugement qui est potentiellement biaisé. Et tant que c'est Monsieur Dupont qui le dit, vous avez conscience que c'est son point de vue et que potentiellement il y a du biais. Mais une fois que vous aurez entraîné un système de deep learning dessus, le système contiendra toujours les mêmes biais, mais vous ne saurez plus qu'ils sont présents. Le contexte social, le contexte psychologique, le contexte moral, c'est sûr et certain qu'aujourd'hui et dans les prochaines années, on n'aura pas d'ordinateurs qui vont comprendre ça. À partir du moment où ces systèmes, il leur manque ce jugement, ils vont prendre des décisions, mais sur la base de quoi ? Sur la base d'indices statistiques, justement. Et là, on est presque sûr, et il y a des études qui montrent que en fait, ça mène à des discriminations raciales, des discriminations de genre.
You work on the front lines in the criminal justice system. You make decisions every day that impact the community you serve. That's why the North Dans Point une suite dizaine d'États implements américains, solutions le that logiciel simplify North or Point nationally validated informe les juges pendant l'audience des risques de récidive des prévenus. help you reduce risk and recidivism at every turn while keeping Ce système d'apprentissage machine a été entraîné sur les bases de données répertoriées par la police sur la délinquance. Il analyserait 137 critères, selon une formule tenue secrète, et ne livre son verdict au juge que sous la forme d'une note synthétique. Des journalistes scrupuleux de l'agence ProPublica ont obtenu les scores North Point de 7000 personnes et ont comparé les prévisions du logiciel avec ce qu'il est effectivement advenu dans les années suivantes. Seuls 20% des prévisions de crimes graves se sont révélées exactes. Surtout, selon les journalistes, dans le cas des individus noirs, les prévisions de récidive se sont avérées bien plus élevées que ce qu'il s'est finalement produit, alors qu'elles ont été minorées pour les Blancs. Si le système judiciaire est raciste, comme aux États-Unis et un peu partout dans le monde, alors il y aura des biais racistes dans les données. La machine, c'est au final une approximation, du reste une approximation potentiellement faillible, imparfaite, des jugements de l'humain. C'est en quelque sorte un système de blanchiment du biais, au même sens qu'on peut faire du blanchissement d'argent. Madame Moreau? Oui. Alors que faire lorsque se présente à nous ce dilemme contemporain? Quand on a le choix, vaut-il mieux faire confiance aux machines ou aux humains? Car si les machines sont insensibles, nous, les humains, nous sommes parfois pas très bons en maths, émotifs, colériques, immatures, paresseux, contestataires, fêtards, fatigables, et il nous arrive de perdre toute lucidité. Toutes ces technologies s'accordent parfaitement, entre guillemets, à la paresse fondamentale humaine, quand même. Hein, c'est-à-dire que dans cette période, ce moment historique que nous vivons, des systèmes nous offrent le confort de prendre en charge une partie de notre quotidien. Et on voit bien que l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est de nous ressaisir de nos destins individuels et collectifs. Et ces systèmes, qu'est-ce qu'ils font? D'une certaine façon, et dans quantité de champs de la société, ils organisent exactement le contraire. Grâce à mon nouveau programme, Parfait Amour, on va enfin pouvoir te trouver le partenaire idéal, Gordon. Alors qu'elle s'annonçait comme un outil d'aide intellectuelle, l'intelligence artificielle est devenue une force de recommandation et même de décision automatique. Tu veux dire que Heath va analyser les données de toute l'humanité pour trouver mon âme sœur? Super, Gordon, ta relation parfaite. Je savais pas que t'étais gay. Moi non plus. Or, les systèmes d'apprentissage machine sont devenus d'une telle complexité, avec leurs milliards de réglages possibles, que les programmeurs eux-mêmes ne comprennent plus sur quels critères la machine se base pour livrer son diagnostic. Ils ont inventé une expression pour qualifier ce phénomène. La boîte noire. Ce qu'on appelle boîte noire, c'est un modèle prédictif qui est soit tellement compliqué qu'aucun être humain ne comprend ce qu'il fait, soit qui est protégé, c'est-à-dire qu'on n'a aucun droit d'accès à la manière dont il calcule. Oui, les applications sont effectivement assez opaques, en particulier pour ce qui est des systèmes de deep learning. On ne sait pas vraiment comment les décisions sont prises, on a accès qu'aux résultats. J'entends beaucoup de gens dire « on peut quand même utiliser des boîtes noires, il faut juste qu'on explique ce qu'elles font ». Moi, j'essaye de m'opposer à cette idée. Je réponds « non, non, les gars, on n'a pas besoin de boîtes noires. On ne peut pas se baser sur des boîtes noires lorsque les enjeux sont importants. Il faut pouvoir comprendre comment fonctionnent ces systèmes pour qu'ils nous aident à prendre de meilleures décisions. » Opérateur. Dans le cadre de notre protocole de traitement... Derrière des interfaces plus ou moins conviviales, se généralisent peu à peu des systèmes de décision opaques et verrouillés. Si vous êtes d'accord, dites d'accord. Sinon, raccrochez.
Certaines entreprises se déchargent volontiers de leurs responsabilités en expliquant « Nous travaillons avec un système très sophistiqué. C'est la faute de l'algorithme, pas la nôtre. » Mais ce type de justification ou de prétexte est totalement inacceptable. C'est une manière très pratique de se décharger de ses responsabilités et de prendre des décisions difficiles sans les assumer. C'est la machine. Il y a une valeur fondamentale qui nous constitue, c'est celle de l'affirmation de notre autonomie de jugement en société, qui remonte aux Lumières. Il y a quelque chose de cette dimension-là qui est appelé à être éradiqué au profit de la délégation de la décision, de l'organisation des choses. C'est la volonté d'éradiquer tout défaut, d'évacuer tout défaut. Et donc, pour cela, les systèmes doivent prendre la main. La voiture autonome, figure de proue de l'intelligence artificielle, incarne ce fantasme d'une automatisation globale au service de l'homme, prenant entièrement la main sur chacune de ses décisions pour mieux assurer sa sécurité et libérer son temps. Pourtant, malgré presque 100 milliards d'euros investis, hors circuit balisé, nulle voiture autonome n'est actuellement autorisée à circuler sans un chauffeur humain prêt à reprendre la main. C'est très facile d'utiliser le deep learning pour créer un prototype peu fiable de quelque chose de très difficile, par exemple la conduite. Mais c'est très difficile de faire évoluer ce prototype au point où il serait suffisamment fiable et suffisamment performant pour être utile en pratique, utile sur les routes par exemple. C'est le système même de la production de l'intelligence artificielle aujourd'hui qui demande, pour des raisons économiques, pour des raisons politiques et parfois pour des raisons techniques, le fait qu'on lance un système qui n'est pas fonctionnel ou pas entièrement fonctionnel. C'est ce qu'on appelle dans la Silicon Valley « fake it until you make it ». Il faut faire semblant et un jour, ça va devenir vrai. Sauf que le moment où ça devient entièrement vrai est constamment repoussé, pour la simple et bonne raison que ces intelligences artificielles n'atteignent jamais une situation ou un niveau de performance tel qu'on puisse se passer des êtres humains. L'échec annoncé de voitures totalement pilotées par l'intelligence artificielle a engendré un nouveau métier, celui des assistants humains pour machines en détresse. Comme dans cette entreprise où des employés sont formés à reprendre la main de véhicules pas tout à fait autonomes. En 10 ans, c'est une économie mondiale qui s'est développée autour de l'assistance à l'intelligence artificielle. Partout dans le monde, des centaines de milliers de travailleurs, la plupart du temps sous-payés, préparent les données pour l'apprentissage des machines, supervisent leurs réponses, les corrigent ou les remplacent parfois purement et simplement. Cette nouvelle forme de travail humain, qui se cache derrière des systèmes estampillés intelligence artificielle, a été globalement pensée par le patron milliardaire du géant du numérique, Amazon. Jeff Bezos avait annoncé le lancement de Amazon Mechanical Turk en 2005 et il ne se cachait pas du fait que ce projet était un projet de artificial intelligence, donc de fausse intelligence artificielle pour faire court, c'est-à-dire de personnes qui, d'un certain point de vue, font à la main le travail nécessaire pour faire fonctionner ces algorithmes. Amazon Mechanical Turk est une plateforme d'offres d'emploi qui pallie cet apparent paradoxe. La généralisation des systèmes de décision automatique et l'incapacité de l'intelligence artificielle à être réellement autonome. Son nom fait référence à un célèbre faux automate joueur d'échecs du XVIIIe siècle, le Turk mécanique, qui cachait dans son socle un être humain. Ce nom fait ouvertement référence au travail dissimulé. Ils ne cachent même pas leurs intentions.
On est face à une situation paradoxale, c'est-à-dire que d'une part, on demande aux êtres humains de faire ce que les robots ne sont pas capables de faire, ce que les processus automatiques ne sont pas capables de faire, et en même temps, les êtres humains même qui sont préposés à ce type de travail se trouvent face à une activité qui a des marges de manœuvre et des marges d'autonomie beaucoup moins développées que dans le passé. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. La science-fiction a instillé dans notre imaginaire la peur que les machines pourraient devenir tellement intelligentes qu'elles parviendraient à nous dominer, comme le redoutable HAL imaginé par Stanley Kubrick. This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. Mais c'est un tout autre présent qui se profile. Ce ne sont pas des machines devenues tellement intelligentes qu'elles prendraient le pouvoir sur des humains trop bêtes pour elles, mais des humains qui se rabaissent peu à peu à la logique standardisée des machines. Dans les call centers, ce sont les employés qui sont soumis au respect d'un algorithme et de plus en plus souvent surveillés par une intelligence artificielle. Le système CallMiner identifie les mots-clés de la conversation pour s'assurer que le protocole est respecté. Les émotions exprimées par le client et par l'employé sont analysées et en cas d'emportement, le système adresse en direct des recommandations comme « montrer davantage d'empathie ». À l'issue de la conversation, une note est attribuée à l'employé. Sous un certain score, il est licencié automatiquement. Nous avons l'avènement d'une ère du travail où des légions d'individus sont réduits à s'aligner à la dynamique des systèmes interprétatifs, de systèmes d'intelligence artificielle, conçus en vue de la plus grande optimisation et la plus grande productivité, et qui interdisent toute négociation. Les entrepôts de Amazon sont en réalité des cauchemars dystopiques dans lesquels des êtres humains doivent chercher à s'adapter à un système qui n'est pas entièrement robotisé. Dans les hangars géants des centres logistiques, la puissance de calcul de l'intelligence artificielle nous aide finalement assez peu à comprendre la complexité du monde réel pour nous aider à faire les meilleurs choix. Les gestes des humains sont soumis aux ordres des machines qui calculent l'optimisation idéale des flux de marchandises. Les humains sont réduits à des robots de chair et de sang, si j'ose dire. L'automation, pour moi, est l'une des formes ou des ruses qu'on met en place pour faire subir des contraintes à des masses énormes de personnes. Et en fait, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas les erreurs des ordinateurs. Ce qui m'inquiète le plus, c'est les êtres humains qui veulent du pouvoir, qui veulent contrôler les autres et qui vont avoir de plus en plus accès à des technologies très puissantes. Il y a toujours de l'espoir. Il faudra bien trouver une issue positive, mais il va falloir se battre. L'espoir, c'est une invitation, pas une garantie. Joni. Oh my God! It! Are you okay? Talk to me, It! Come on, talk to me!